Dans la conférence de Bandung, il y a le communiqué final, n'est-ce pas? Il y a plusieurs points dans le communiqué final. Donc il y a la coopération économique, coopération culturelle, la question des droits de l'homme. Bref, je ne veux pas aller au détail parce que ça prend beaucoup de temps. Mais, et puis à la fin du communiqué final, il y a ce qu'on appelle Dasar Sila Bandung. C'est le 10 principes de Bandung. Hein? Donc il y a 10 points de principes de Bandung. Là, je ne vais pas aller au détail non plus. Mais quels sont en fait l'esprit de tout cela? C'est-à-dire ce que j'appelle comme esprit de Bandung. Parce que souvent on parle l'esprit de Bandung, l'esprit de Bandung, l'esprit de Bandung, qui anime en fait cette conférence-là, mais on ne sait pas exactement quel est le contenu de l'esprit de Bandung. Alors j'ai essayé de dégager l'idée parmi les communiqués finaux et puis l'esprit de l'époque, etc., etc. Pour moi, l'esprit de Bandung est composé de 3 éléments. Premier élément, c'est donc l'esprit de Bandung, c'est un appel. Premier appel, coexistence pacifique entre les nations. Donc c'est un appel à la coexistence pacifique entre les nations. Deuxième point, c'est un appel à la libération de l'hégémonie, de superpuissance, du colonialisme, de l'impérialisme, de néocolonialisme, etc., etc. Donc c'est le deuxième élément de l'esprit de Bandung. Et troisième élément de l'esprit de Bandung, c'est la solidarité envers les colonisés, le peuple opprimé, les pauvres, etc., etc. Voilà les 3 éléments de l'esprit de Bandung. Alors, pour voir si ces éléments-là sont encore pertinents aujourd'hui, on va vérifier. Coexistence pacifique entre les nations. Est-ce qu'on est déjà dans la coexistence pacifique entre les nations? Est-ce qu'il n'y a plus de guerre? Est-ce qu'il n'y a plus de conflits? Maintenant, justement, les guerres se produisent non seulement entre les États, même à l'intérieur des États. Donc, 55 ans après la conférence de Bandung, le monde est encore caractérisé par les conflits, les guerres, etc., etc. Deuxième point, libération de l'hégémonie, de superpuissance. À l'époque, c'était la guerre froide, superpuissance de bloc ouest et bloc est. Et de colonialisme, de l'impérialisme, etc. Est-ce qu'on est vraiment aujourd'hui libéré de l'hégémonie, hein, de superpuissance économico-militaro, industrielle, etc., etc. Troisième élément, solidarité envers les pauvres, les affamés, les colonisés, etc., etc. Est-ce qu'il n'y a plus de gens meurent à cause de la faim? Est-ce qu'on a assez de solidarité? Voilà. Donc, à travers ces 3 points, on peut mesurer si Bandung reste actuel. En tant qu'universitaire, je me sens responsable de mener des activités pour que ne se répète le colonialisme, impérialisme, etc., etc. Donc, ce que j'anime maintenant, c'est donc former un réseau des universitaires, mais aussi des sociétés civiles, depuis 2005 d'ailleurs. J'ai dit tout à l'heure, le clivage entre, à partir de donc, clivage entre l'État et la société civile. Bandung jusqu'à 1965, essentiellement mené par des États. Mais à partir de l'époque de Suharto, justement à l'époque où les pays asiatiques sous la dictature se développent, le mouvement contestataire des sociétés civiles, etc., etc. Et du coup, l'aspiration du peuple n'est pas la même que l'aspiration des États. Et donc, 2005, j'organise un rassemblement que j'appelle Bandung du peuple. Donc, il y a des États, Bandung des États, et nous,
des universitaires et de cette société civile organisent des rassemblements Bandung de peuple. Et puis ça se développe depuis 2005. Et heureusement, l'Indonésie est entrée dans l'ère démocratique. Il ne s'oppose pas à notre mouvement. Même le ministère des Affaires étrangères soutient nos activités. Et donc, maintenant, j'anime un réseau des universitaires et des mouvements de société civile pour développer le mouvement Afrique et Asie pour l'avenir, non seulement afro-asiatique, mais l'avenir du monde. Pourquoi? Parce que l'Afrique et l'Asie vont jouer un rôle important dans l'avenir du monde, parce que en 2010, l'ONU a déclaré l'année de la diversité. Donc la diversité a été reconnue comme condition fondamentale pour la survie de la planète. Et l'Afrique et l'Asie, c'est la source et la réserve de diversité. Samuel Huntington fait hypothèse le conflit ou le clash de civilisation entre l'islam et l'Occident. Pour moi, le clash de civilisation n'est pas l'islam et l'Occident, mais le modèle unique du développement qui est basé sur l'intérêt économique court terme, qui transforme les ressources naturelles en commodités, qui pousse toutes les populations en consommateurs, contre un modèle qui est fondé sur la diversité. Parce que ce modèle unique du développement, il va tuer la diversité. Et donc, maintenant, l'Afrique et l'Asie, en tant que source et réserve de diversité, vont jouer un rôle important dans l'avenir du monde. Donc, il faut qu'on fasse quelque chose pour renforcer justement cet aspect-là.